Marie's doigt s'était figé sur le clavier. Un flash rouge sang avait éclaté sur l'écran. Ce n'était pas un simple avertissement. Son visage, que j'avais appris à lire comme un livre ouvert, s'est vidé de toute couleur. Un frisson glacé m'a parcouru. Je savais, avant même qu'elle ne prononce un mot, que quelque chose de terrible venait de basculer. Le fragile équilibre que nous avions péniblement construit dans ce refuge perdu au cœur du massif central venait de voler en éclats. « Ils savent que tu es vivant », a-t-elle murmuré, sa voix à peine audible, étouffée par le crépitement du feu qui luttait contre le froid mordant de la nuit. Ces mots ont tranché le silence comme une lame de rasoir. Pierre, mon propre frère, venait de lancer un contrat sur ma tête. 5 millions d'euros pour ma mort confirmée. Le montant n'était qu'un détail sordide, l'insulte suprême. Mon sang s'est glacé dans mes veines en lisant les termes affichés sur l'écran. Non seulement il m'avait trahi une fois, me laissant pour mort dans la neige, mais même depuis ma prétendue tombe, Pierre me pourchassait encore, déterminé à effacer chaque trace de mon existence. Il ne me suffisait pas d'être hors jeu. Je devais ne jamais avoir existé. Comment? Comment diable a-t-il su? Marie, d'une rapidité affolante, a pianoté sur les touches, faisant défiler des images de surveillance. Des clichés de la route de montagne où elle m'avait trouvé. Quelqu'un m'a vu cette nuit-là, a-t-elle expliqué, sa voix tendue, presque mécanique. Un chasseur avec une caméra piège. Il m'a filmé en train de te ramener ici. Sur l'écran granuleux, une silhouette, la sienne, minuscule et fragile, luttait contre la neige, mon corps inerte entre ses bras. N'importe qui avec un œil un tant soit peu entraîné aurait vu que je respirais encore, que j'étais vivant. Cette image était de la preuve. Le chasseur a vendu la vidéo à Pierre il y a 3 jours, a-t-elle poursuivi, la peur contrôlée dans sa voix. Depuis, il a retracé mon identité. Julien, il sait pour ce chalet, il sait pour moi. La chaise est tombée à la renverse derrière moi dans un grincement strident que j'ai à peine entendu. Chaque instinct que j'avais développé en 20 ans dans la pègre hurlait au danger, un concert assourdissant d'alertes rouges. Nous étions tellement obsédés par nos plans de vengeance, tellement plongés dans la minutie de notre contre-attaque, que nous avions oublié la règle la plus fondamentale de la survie. Ne jamais laisser ton ennemi savoir où tu dors. Combien de temps avons-nous, ai-je demandé, ma voix étrangement calme alors que mon monde implosait. Marie a affiché des images satellites et des routes de montagne. L'approche la plus proche en véhicule est à 12 kilomètres, à pied dans la neige, peut-être 6 heures, s'ils connaissent le terrain. Ils vont amener des hélicoptères, ai-je coupé. Mon expérience me dictait cette évidence brutale. Ils sont déjà là. Elle a pointé un point rouge se déplaçant rapidement sur l'écran. 2 appareils, des surplus militaires. Pierre ne prend aucun risque cette fois. Mon esprit a défilé à travers des milliers d'options, toutes plus désespérées les unes que les autres. Ce chalet, notre havre de paix, était devenu un piège. Rester, fuir, mais où? La vie entière de Marie était construite autour de ce sanctuaire, et mes propres ressources se résumaient à l'argent qu'elle avait pu rassembler. Et puis Marie a fait quelque chose qui a arrêté mes pensées nettes. Elle a tendu la main sous le plancher de la cabane et en a extrait une mallette d'armes de type militaire. Mon cœur a raté un battement. « Marie, c'était quoi ça? C'est quoi tout ça? » Oui, c'est là que l'histoire de Julien Duval a vraiment commencé. Avant ça, je n'étais qu'un nom, un masque. Mais la découverte de cette mallette-là, sous nos pieds, ça a marqué le début. Ça a marqué le point où tout ce que je croyais savoir sur Marie, sur nous, s'est effondré pour se reconstruire, plus solide et plus terrifiant que jamais. Mais revenons un peu en arrière, parce que tout ça n'aurait jamais eu lieu sans elle. Il y a combien de temps maintenant? 3 semaines, 1 mois. Le temps s'est un peu flouté dans ma mémoire entre la douleur, la convalescence et cette nouvelle réalité qui s'est imposée à moi. Je me suis réveillé, enfin,
les yeux ouverts sur des poutres en bois que je ne connaissais pas. Le parfum du pain et de la fumée de bois remplissait mes narines, un contraste frappant avec l'odeur habituelle du cuir et de l'eau de Cologne de mon penthouse de Lyon. Mon corps me lançait de toutes parts une douleur que j'avais presque oubliée, chaque mouvement me rappelant la trahison de la nuit précédente. J'avais les côtes en feu, l'épaule transpercée. Un léger fredonnement s'échappait d'une autre pièce, accompagné du doux cliquetis de vaisselle. J'ai essayé de me redresser, ma main cherchant instinctivement l'arme qui n'était pas là. Le mouvement a envoyé une décharge électrique dans mon épaule, et j'ai ravalé un juron qui aurait fait pâlir mes hommes les plus aguerris. Le fredonnement s'est arrêté. Des pas se sont approchés, légers, précautionneux. Marie, la femme de la montagne, est apparue dans l'encadrement de la porte, une tasse fumante à la main. Sur son visage, l'inquiétude était si authentique que ça m'a fait l'effet d'une gifle. Une émotion que je n'avais pas vue, peut-être jamais sentie, depuis des années. Ses cheveux foncés étaient tirés en une simple queue de cheval. Elle portait un pull épais qui avait manifestement vécu, mais qui semblait incroyablement doux. Elle ne ressemblait en rien aux femmes raffinées qui m'entouraient d'habitude. Pas de vêtements de marque, pas de sourire calculé, aucune intention cachée dans ses yeux. Juste de la chaleur. Et quelque chose d'autre que je n'arrivais pas à identifier, quelque chose de brut et de pur à la fois. « Vous êtes réveillé », a-t-elle dit en posant la tasse sur une petite table à côté du lit. « Comment vous sentez-vous » Je l'ai étudié, cherchant les signes que j'avais appris à déchiffrer dans mon milieu. La légère tension autour des yeux qui dénonçait la peur, le sourire forcé qui cachait le calcul, la façon dont les voix changeaient dès qu'on reconnaissait mon nom. Je n'ai rien trouvé de tout ça. Rien. Comme si on m'avait roulé dessus avec un camion, ai-je admis, ma voix plus rauque que d'habitude. « Où suis-je » ? « Mon chalet », a-t-elle répondu, vérifiant les bandages de mon épaule avec des mains expertes. « À environ 25 kilomètres de l'endroit où je vous ai trouvé. Vous avez perdu beaucoup de sang, mais rien de vital n'a été touché. Vous avez eu de la chance. » De la chance, j'ai failli rire. La chance n'avait rien à voir avec le fait de survivre quand ton propre frère te tire une balle dans le dos et te laisse au loup. Quand les hommes qui se disaient en ta famille décident que ton sang vaut moins que leur ambition démesurée. « Comment vous appelez-vous » ai-je demandé à la place. L'ignorance pure dans ses yeux était plus déconcertante que n'importe quelle menace. « Marie » a-t-elle dit, me regardant droit dans les yeux. « Marie Dubois. Et vous » C'était le moment. Le moment où tout allait changer, où la peur allait ramper dans son expression, où elle allait réaliser qu'elle avait sauvé un monstre, où elle allait commencer à calculer comment s'éloigner le plus vite possible de moi. Je m'y préparais. J'étais habitué. Julien, ai-je dit doucement, observant son visage, cherchant la moindre lueur de reconnaissance. Rien. Juste cette même inquiétude douce, cette même présence constante. Soit c'était la meilleure actrice que j'ai jamais rencontrée, soit elle n'avait réellement aucune idée de qui j'étais. Dans mon monde, c'était plus rare que de trouver de la neige en enfer. Et pourtant, on était en plein hiver. Le paradoxe m'a frappé, un murmure ironique dans mon crâne fatigué. Marie s'est dirigée vers la fenêtre, écartant de simples rideaux de coton pour laisser entrer plus de lumière. La vue révélait des montagnes infinies, de la neige immaculée, et pas âmes qui vivent à des kilomètres à la ronde. C'était le genre d'isolement qui aurait fait tuer à grosses gouttes mon équipe de sécurité. « Vous vivez seul ici ?» ai-je demandé. Elle a hoché la tête, toujours absorbée par le paysage. « 3 ans maintenant. C'est paisible, calme. Parfois, je passe des semaines sans voir personne. » « Vous n'avez pas peur? Une femme seule dans la nature? » Marie s'est retournée vers moi et juste un instant, quelque chose a traversé ses traits. Quelque chose qui ressemblait presque à de la douleur, avant qu'elle ne la masque d'un petit sourire. « J'ai plus peur des gens que des ours ou des loups, » a-t-elle dit. Les animaux sont honnêtes quant à leurs intentions. Il y avait une histoire là, je le savais. Des couches entières sous sa gentillesse,
des raisons profondes pour chercher la solitude, pour choisir les montagnes plutôt que les hommes. J'avais bâti un empire en lisant entre les lignes, et Marie Dubois avait des volumes entiers écrits dans les espaces qu'elle laissait vides. Les hommes qui vous ont fait ça, a-t-elle dit, s'installant sur une chaise à côté du lit. Ils ne reviendront pas, n'est-ce pas? Ma mâchoire s'est serrée. La trahison était encore fraîche, brûlait encore dans ma poitrine comme de l'acide. Pierre, mon jeune frère, celui que j'avais protégé, encadré, aimé comme un fils. Antoine, mon lieutenant, qui avait mangé à ma table et m'appelait patron, famille. Ils avaient tout planifié à la perfection, attendant que je sois seul, que ma garde soit baissée, lors de ce voyage surprise que Pierre m'avait tant offert. Ce faux voyage de pêche dans le Massif central. J'avais baissé ma garde. C'était ma faute, après tout. Non, ai-je fini par dire. Il me croit mort. Tant mieux. La réponse de Marie m'a surpris par sa fermeté. Quoi que vous ayez fait, quoi que vous ayez amené sur cette montagne, personne ne mérite de mourir seul dans le froid. Je l'ai fixé. Dans mon monde, la miséricorde était une faiblesse. La compassion était un luxe qui vous faisait tuer. Pourtant, cette femme avait risqué sa propre sécurité pour sauver un étranger ensanglanté, ne demandant rien en retour, n'attendant rien d'autre que la simple décence humaine. C'était tout ce que mon monde n'était pas. Pourquoi m'avez-vous aidé? Ai-je demandé. Vous auriez pu continuer votre chemin, faire semblant de ne jamais m'avoir vu. Marie est restée silencieuse un long moment, ses doigts traçant des motifs sur le tissu usé de sa chaise. Parce que je sais ce que ça fait d'être laissée pour morte par des gens censés vous protéger, a-t-elle dit doucement. Je sais ce que ça fait quand les personnes en qui vous avez le plus confiance deviennent celles que vous craignez le plus. Ces mots m'ont frappé comme un coup physique, non pas à cause de ce qu'elle disait, mais à cause de la façon dont elle le disait, avec ce genre de compréhension qui ne vient que de l'expérience. Le genre de douleur qui ne vient que de la trahison profonde. Qui t'a fait du mal? La question m'a échappé avant que je ne puisse l'arrêter, plus rude que je ne le voulais. Le sourire de Marie était triste et lointain. Quelqu'un qui disait m'aimer. Quelqu'un qui a promis de me protéger. Quelqu'un qui a failli réussir à me faire disparaître complètement. J'ai senti quelque chose d'inhabituel bouger dans ma poitrine. De la colère, mais pas la rage froide et calculatrice que je ressentais habituellement envers mes ennemis. Et celle-ci était différente, protectrice, personnelle. Où est-il maintenant? Parti, a simplement dit Marie. Je m'en suis assuré. La façon dont elle l'a dit, avec une finalité tranquille, m'a tout dit ce que j'avais besoin de savoir. Marie Dubois n'était pas seulement une femme gentille qui m'avait sauvé la vie. C'était une survivante qui avait mené ses propres batailles et qui avait gagné. « Reposez-vous », a-t-elle dit, se levant et lissant son pull. « Je vais faire de la soupe. Vous avez besoin de reprendre des forces. » Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, je l'ai rappelée. « Marie !» Elle s'est retournée, les sourcils levés, interrogative. « Merci », ai-je dit, un mot qui me brûlait les lèvres. « Merci de m'avoir sauvé la vie. » Son sourire était sincère cette fois, atteignant ses yeux. Merci de m'avoir laissé faire. Après son départ, j'ai fixé le plafond en bois, mon esprit en ébullition malgré l'épuisement de mon corps. J'avais passé 20 ans à construire des murs, à créer des distances, à m'assurer que personne ne pourrait s'approcher suffisamment pour me blesser. Pourtant, cette étrangère avait franchi toutes mes défenses sans même y penser. Elle avait, comment dire, brouillé les pistes. Dehors, la neige a recommencé à tomber, couvrant les traces qui avaient mené Marie à moi la nuit précédente. Bientôt, il n'y aurait plus aucune preuve de la façon dont j'étais arrivé ici. Cet instant suspendu entre mon ancienne vie et ce qui allait suivre. Pour l'instant, j'étais juste Julien, pas l'héritier des Duval que l'on craignait, pas l'homme dont le nom pouvait vider une pièce ou déclencher une guerre. Juste un étranger blessé, soigné par une femme qui ne demandait rien d'autre que mon humanité. C'était terrifiant et libérateur à la fois. Un mélange étrange d'émotions.
C'était bordélique. Mais je savais que ça ne pourrait pas durer éternellement. Ma famille me croyait mort, ce qui signifiait qu'ils agiraient rapidement pour consolider leur pouvoir, effacer toute trace de mon influence, bâtir leur empire sur le fondement de ma tombe. Ils m'avaient sous-estimé auparavant. Ils avaient oublié que j'avais survécu à pire qu'une balle et une nuit dans les montagnes. Ils avaient oublié que la miséricorde et la faiblesse n'étaient pas la même chose. Bientôt, j'aurais à choisir entre la sécurité qu'offrait Marie et la justice que ma trahison exigeait. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je me laisserais être juste un homme reconnaissant pour la gentillesse d'une étrangère qui avait choisi de me sauver quand le monde avait choisi de me laisser mourir. De me laisser mourir là, seul. Le son de Marie coupant des légumes dans la cuisine est devenu mon ancre à la réalité. Chaque coup rythmique du couteau contre la planche à découper me rappelait que ce n'était pas un rêve, que quelqu'un prenait vraiment soin de moi sans rien attendre en retour. Mon téléphone avait disparu, détruit lors de l'embuscade. Mes hommes étaient dispersés ou morts. Mon empire s'effondrait pendant que je gisais, impuissant, dans le lit d'une étrangère. Pourtant, pour la première fois en 20 ans, je ressentais quelque chose dont j'avais oublié l'existence. La paix. Une paix précaire, certes, mais palpable. La soupe que Marie m'a apportée était simple. Un bouillon de poulet avec des carottes et des herbes qu'elle avait elle-même cultivées. Pas d'ingrédients coûteux, pas de présentation élaborée, juste de la chaleur dans un bol. J'avais mangé dans les meilleurs restaurants, goûté des plats qui coûtaient plus que ce que la plupart des gens gagnaient en un mois. Rien n'avait jamais été meilleur que la soupe maison de Marie. Vous êtes une bonne cuisinière, ai-je dit, le pensant sincèrement. Marie s'est installée sur sa chaise, son propre bol entre ses mains. La recette de ma grand-mère. Elle disait toujours que la nourriture faite avec amour guérit plus que les médicaments. Votre grand-mère semble sage. Elle l'était. Elle m'a élevé après la mort de mes parents dans un accident de voiture, quand j'avais 7 ans. La voix de Marie portait le genre de tristesse pragmatique qui vient d'un vieux chagrin. Un chagrin digéré et accepté. Elle m'a appris que parfois, la plus grande force vient de la douceur. J'ai marqué une pause, ma cuillère à mi-chemin de ma bouche. Dans mon monde, la douceur était une cible peinte dans votre dos. La gentillesse était une faiblesse exploitée par les ennemis. Pourtant, voici Marie, qui avait survécu à l'enfer qui l'avait poussée dans ces montagnes, et elle en était ressortie avec sa compassion intacte. C'était déroutant. « Et vous ?» a-t-elle demandé. « Vous avez de la famille ?» La question a frappé comme un coup physique. J'ai posé ma cuillère, mon appétit soudainement disparu. La famille. Le mot qui autrefois signifiait « tout avait maintenant un goût de poison dans ma bouche ». Je croyais en avoir une, et je dis doucement. Il s'avère que je me suis trompé. Marie a étudié mon visage, lisant la douleur que je ne pouvais cacher. Les hommes qui vous ont tiré dessus, c'était votre famille? J'ai hoché la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Le sang ne fait pas la famille, a dit Marie doucement, sa voix grave et réfléchie. L'amour le fait, la loyauté le fait, les gens qui restent à vos côtés quand le monde s'obscurcit, ce sont eux, votre vraie famille. Alors je n'ai jamais eu de famille. Ai-je admis? Les mots me rampant la gorge. Vous en avez une maintenant. La simple déclaration a plané dans l'air entre nous. Marie l'a dit sans drame, sans fanfare, aussi naturellement que de commenter la météo. Mais j'ai senti ces paroles s'installer dans ma poitrine, comme une pierre chaude, solide et réelle. 3 jours se sont écoulés dans un flou de guérison et de contentement inattendu. Marie disparaissait pendant des heures, revenant avec du bois de chauffage ou des provisions d'une cachette dissimulée. Elle lisait près du feu pendant que je somnolais, sa présence un réconfort constant que je n'avais jamais expérimenté auparavant. Le 4e jour, j'étais assez fort pour me tenir debout sans que la pièce ne tourne. Marie m'a trouvé à la fenêtre, observant les pics enneigés. « Agité ?» a-t-elle demandé. Je réfléchis, ai-je répondu, à ce qui vient après. Marie m'a rejointe à la fenêtre.
La lumière du matin a capté les paillettes dorées dans ses yeux bruns, et j'ai réalisé que j'avais mémorisé chaque détail de son visage sans le vouloir. La petite cicatrice au-dessus de son sourcil gauche, la façon dont elle mordait sa lèvre inférieure quand elle était concentrée, le sourire authentique qui transformait toute son expression. Attendez, je dois faire une pause ici. Toute cette situation, avec Marie, avec mon frère Pierre, c'était d'une absurdité totale. Vous ne trouvez pas? Je veux dire, pensez-y. Moi, Julien Duval, le patron, le parrain, comme ils aimaient m'appeler dans les rues de Marseille ou Paris, laissé pour mort et sauvé par une femme qui vivait littéralement à l'écart du monde. C'est le genre de scénario que vous lisez dans des romans de guerre ou que vous voyez dans un film, mais certainement pas ce qui arrive à quelqu'un comme moi. Et elle ne savait même pas qui j'étais. Ça, c'était la plus grosse blague. Elle me parlait de chance, de douceur, des mots qui n'existaient pas dans mon vocabulaire. En fait, je ne sais pas si c'était de la chance, du destin ou juste une putain de coïncidence. Mais c'était réel, tellement réel que ça faisait peur. Parfois, je me demande encore si je ne rêvais pas. Et si c'était le cas, je ne voulais pas me réveiller. Je ne savais pas ce que ça signifiait, pour être honnête. Était-ce une faiblesse ou le début de quelque chose de nouveau? Aucune idée. En tout cas, ça a tout changé. Retour à l'histoire, ou du moins à ma version de l'histoire. Parfois, la nuit, quand je ne trouvais pas le sommeil sur ce matelas que je partageais avec Marie, un luxe inimaginable il y a quelques semaines, je pensais à mon père. Pas le parrain. Le père t'aimait l'homme derrière le bureau, celui qui me racontait des histoires avant de dormir, du temps où les choses n'étaient pas si complexes. Il me disait toujours, ne fais jamais confiance à ce qui semble trop beau. Il parlait des apparences, des promesses faciles. Maintenant, dans ce chalet, avec cette femme qui avait fait l'impossible, cette phrase résonnait différemment. Le luxe de mon ancienne vie, la loyauté prétendue de ma famille, tout avait semblé parfait, trop parfait, et la perfection n'existe pas. Ça, je l'avais appris à mes dépens, et Marie le savait aussi. C'était peut-être ça, notre point commun. Vous pourriez rester, a-t-elle dit doucement. Il n'y a rien pour vous là-bas, à part la douleur et la violence. Mon cœur s'est serré. L'offre était au-delà de toute mesure tentante. Disparaître dans ces montagnes avec Marie. Construire quelque chose de réel et d'honnête et de peu. Apprendre ce que l'amour ressentait quand il n'était pas empoisonné par le pouvoir et la trahison. Mais les fantômes de mon passé ne me laisseraient pas tranquille. Ils ont tué des innocents, Marie, et je dis, ma voix âpre. Mes hommes avaient des familles, des enfants. Pierre ne m'a pas seulement trahi, il a détruit des dizaines de vies pour obtenir ce qu'il voulait. Et y retourner ramènera ces gens? Non, mais ça l'empêchera d'en tuer d'autres. Marie est restée silencieuse un long moment. Quand elle a parlé, sa voix était ferme mais triste. Je n'essaierai pas de vous arrêter, mais je dois vous faire comprendre une chose. L'homme que j'ai sauvé sur cette montagne, l'homme qui a guéri dans ma maison, il est bon, il est gentil, il fait de blagues terribles et il écoute vraiment quand je parle. Cet homme pourrait avoir une vie différente. Elle s'est tournée vers moi, complètement. Mais l'homme que vous envisagez de redevenir, celui qui retourne dans ce monde de violence et de vengeance, je ne le rencontrerai jamais. Et je pleurerai cette perte chaque jour. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Elle me voyait. Pas ma réputation, pas ma puissance, pas la peur que j'inspirais. Elle voyait Julien Duval, l'homme, et elle était prête à se battre pour lui, pour cette part de moi que j'avais si soigneusement enfouie. Et si je vous disais que je pouvais y mettre fin, ai-je demandé, et si je pouvais y retourner, gérer ce qui doit l'être, puis revenir à vous? Le sourire de Marie était d'une tendresse déchirante. Alors je dirais que vous ne comprenez pas comment ce monde fonctionne. Il ne laisse pas les gens partir, Julien. Il consume tout jusqu'à ce qu'il ne reste rien de ce que vous étiez. Elle avait raison, et je le savais. La vie que j'avais menée,
Les choix que j'avais faits, ils laissaient des marques qui ne s'effaçaient jamais, du sang sur mes mains qui ne se laverait jamais complètement. Mais en regardant Marie, en voyant l'espoir et la peur s'affronter dans son expression, j'ai pris une décision qui aurait choqué toutes les personnes qui m'avaient jamais connu. Alors je ne rentre pas, ai-je dit. Les yeux de Marie se sont écarquillés. Quoi? Je ne rentre pas, je reste ici, avec toi. Je laisse Pierre avoir l'Empire. Qu'il croit qu'il a gagné. Nous disparaissons. On recommence. On construit quelque chose de nouveau. Un instant, une joie pure a transfiguré le visage de Marie. Puis la réalité s'est insinuée à nouveau et elle a secoué la tête. Vous le regretteriez tôt ou tard. Vous m'en voudriez de vous avoir empêché de régler vos comptes. Marie, non, écoute-moi. J'ai vu ce qui arrive quand les gens fuient leur passé au lieu de l'affronter. Ça les suit. Ça empoisonne tout ce qu'ils essaient de construire. Si vous ne faites pas face à ça, si vous ne trouvez pas un moyen de faire la paix avec ce qui s'est passé, ça nous détruira. Je l'ai fixée, stupéfait. Elle était prête à me laisser partir, même si cela pouvait signifier me perdre pour toujours, parce qu'elle m'aimait assez pour vouloir que je sois entier, même si cette intégrité ne l'incluait pas. Est-ce que ce n'est pas ce que tout le monde chercherait? Je me suis senti petit. À ce moment-là, j'ai compris pourquoi mon grand-père avait toujours dit que l'acier le plus solide était forgé dans le feu le plus ardent. Marie Dubois avait survécu à son propre enfer et en était ressortie non pas amère ou brisée, mais sage, suffisamment forte pour aimer quelqu'un complètement, tout en étant prête à le laisser partir. C'était ce que je croyais d'ailleurs que c'était le plus grand amour qui existe. Et s'il y avait un autre moyen? Ai-je demandé lentement. Et si je pouvais gérer ça sans redevenir le monstre qu'ils attendent que je sois? Qu'est-ce que tu veux dire? Mon esprit courait, des pièces du puzzle se mettaient en place. Mon frère pense qu'il est malin parce qu'il pense comme moi. Toute la force, toute l'intimidation. Mais et si les règles du jeu changeaient? Et si au lieu d'essayer de reprendre l'Empire par la violence, je le détruisais de l'intérieur? Les yeux de Marie se sont aiguisés d'intérêt. Vous détruiriez l'entreprise de votre propre famille? Ce n'est plus ma famille, ai-je dit, le goût amer dans ma bouche. Et ce n'est pas une entreprise, c'est un cancer. Mais je sais où sont enterrés les corps, Marie. Je connais chaque salle secret, chaque opération illégale, chaque connexion corrompue. Je pourrais tout arrêter sans tirer un seul coup de feu. Et ensuite, je reviens à toi, une page blanche, pas d'empire à hériter, pas d'ennemis à combattre, pas de passé à fuir, juste Julien et Marie qui construisent quelque chose de réel. Marie est restée silencieuse longtemps, ses doigts traçant des motifs sur la vitre givrée. Quand elle a finalement parlé, sa voix était pensive. C'est dangereux. S'ils réalisent ce que vous faites avant que vous ne terminiez, ils ne le feront pas, ai-je coupé, un sourire froid se dessinant sur mes lèvres. Parce qu'ils me croient mort, et même s'ils s'en doutaient, ils n'imagineraient jamais que je détruirais tout ce que notre famille a construit. C'est la seule chose qu'ils ne verront jamais venir. Combien de temps cela prendrait-il? J'ai réfléchi. 6 mois, peut-être moins, si je suis prudent. Marie s'est détournée de la fenêtre, son expression indéchiffrable. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Tout dépendait de sa réponse. Pas seulement mes plans de vengeance, mais tout mon avenir. La possibilité d'un amour, d'une rédemption, de devenir quelque chose de plus que la somme de mes péchés. Il y a une condition, a finalement dit Marie. N'importe quoi. Vous ne faites pas ça seul. J'aide. Mon sang s'est glacé. Absolument pas, Marie. Ces gens sont dangereux, au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. S'ils découvrent votre existence, s'ils vous connectent à moi, alors nous nous assurerons qu'ils ne le fassent pas. La voix de Marie était ferme, n'admettant aucune discussion. Vous l'avez dit vous-même, il vous croit mort. Mais le fantôme de Julien Duval va avoir besoin d'alliés, de gens qu'ils ne connaissent pas, de ressources qu'ils ne peuvent pas traquer. Je vis peut-être dans les montagnes,
mais je n'ai pas toujours été une ermite. J'ai des compétences dont vous avez besoin. Quel genre de compétences? Le sourire de Marie était mystérieux et légèrement dangereux. Le genre qui m'a maintenu en vie quand quelqu'un de très puissant voulait ma mort. Le genre qui l'a fait disparaître sans laisser de traces quand j'ai décidé que j'en avais assez. Je l'ai fixée, voyant Marie Dubois sous un tout nouveau jour. Elle n'était pas seulement une femme gentille qui m'avait sauvé la vie. C'était une survivante qui avait mené sa propre guerre et gagné. Quelqu'un qui comprenait le coût de la violence, mais n'avait pas peur de le payer si nécessaire. Est-ce que je devais lui faire confiance pour ça? Tout d'un coup, tout me semblait si compliqué. Les émotions de Marie me semblaient limpides et directes, alors que les miennes étaient un fouillis sans nom. Partenaire, alors, ai-je dit lentement. Partenaire, a acquiescé Marie, me tendant la main. Quand je l'ai serrée, j'ai senti les callosités dans sa paume, la force surprenante de sa prise. Quelle que fût l'histoire de Marie, quoique les poussée dans ces montagnes, elle était bien plus qu'elle n'y paraissait. Et alors que la neige commençait à tomber à l'extérieur de la fenêtre de la cabane, je faisais la paix avec une vérité qui m'aurait terrifié une semaine auparavant. Je n'étais plus la personne la plus dangereuse dans la pièce. Je pouvais à peine y croire moi-même, et pourtant, ça se sentait juste. Alors, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous fait confiance à cette femme mystérieuse qui vivait en ermite et avait une mallette d'armes sous son plancher? Auriez-vous cru en cette nouvelle vie qu'elle me proposait? Franchement, moi, quelques mois avant, j'aurais ri. Mais là, c'était une décision cruciale, non? 2 semaines plus tard, les mains de Marie se sont déplacées avec une précision chirurgicale alors qu'elle ouvrait son ordinateur portable, ses doigts dansant sur des touches qui n'avaient pas été effleurées depuis 3 ans. L'écran a clignoté, révélant des couches de fichiers cryptés et de réseaux cachés dont la plupart des gens n'auraient jamais soupçonné l'existence. J'observais depuis l'autre côté de la petite table, la fascination et l'inquiétude se disputant mon expression. Ce n'était pas la douce femme des montagnes qui m'avait sauvé la vie. C'était quelqu'un d'autre entièrement. Quelqu'un qui appartenait à mon monde d'ombre et de secrets. D'abord les dossiers financiers, a murmuré Marie, ses yeux parcourant des lignes de code. Votre frère a été très occupé depuis votre disparition. 3 nouvelles sociétés d'écran, 2 comptes offshore et un partenariat très intéressant avec le consortium Kharkov. Ma mâchoire s'est serrée. Les Kharkov étaient brutaux, même selon les normes de ma propre famille. Si Pierre travaillait avec eux, des innocents allaient mourir. Plus de sang sur mes mains, même depuis la tombe. Comment savez-vous faire ça? Ai-je demandé, regardant Marie naviguer dans des systèmes qui auraient défié des hackers expérimentés. Mon ex-mari n'était pas seulement violent, a-t-elle dit sans lever les yeux. C'était un procureur fédéral spécialisé dans le crime organisé. J'ai appris ses méthodes, ses contacts, ses faiblesses. Quand j'ai finalement décidé de le faire disparaître, j'ai utilisé tout ce qu'il m'avait appris contre lui. La façon désinvolte dont elle a dit « le faire disparaître » m'a glacé le sang. J'avais tué des hommes sous le coup de la colère, pour les affaires, en légitime défense. Mais Marie en parlait comme on discute de la météo. Froidement, cliniquement, définitivement. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Les doigts de Marie se sont arrêtés un instant. Accident de voiture. Tragique, vraiment. Défaillance des freins sur une route de montagne. Ces choses arrivent quand on n'entretient pas correctement son véhicule. J'ai étudié son profil dans la lueur bleue de l'écran d'ordinateur. Les douces courbes de son visage n'avaient pas changé, mais quelque chose de prédateur était entré dans son expression. Quelque chose qui reconnaissait un esprit apparenté à la violence quand c'était nécessaire. Vous avez saboté ses freins. J'ai créé une opportunité pour le karma d'agir, a corrigé Marie. Pierre, elle a confondu avec le nom de mon frère. Elle corrige vite. Richard Moss était un homme qui envoyait des gens en prison tout en dirigeant sa propre entreprise criminelle en parallèle. Il battait sa femme, menaçait des témoins
et détruisait des preuves quand ça l'arrangeait. Le monde est devenu un meilleur endroit quand son histoire a pris fin. Elle a affiché un autre écran. Celui-ci montrait des transactions financières des comptes Duval. Votre frère a liquidé des actifs, des biens immobiliers, des investissements, même une partie de la collection de votre père. Il prépare quelque chose d'important. Je me suis penché en avant, étudiant les chiffres. L'empire de ma famille avait été construit sur 3 générations. Le voir réduit à des transactions numériques sur un écran d'ordinateur donnait l'impression de voir tout mon héritage se dissoudre en temps réel. Il a l'intention de fuir, ai-je réalisé. Prendre l'argent et disparaître avant que quiconque ne réalise combien il a volé. Pas seulement fuir, regardez ce qu'ils achètent. Marie a mis en évidence une série de transactions. Des armes de type militaire, des gilets pare-balles, du matériel de surveillance. Votre frère ne se contente pas de voler l'entreprise familiale. Il prépare une guerre. Les pièces du puzzle se sont assemblées dans mon esprit avec une clarté horrible. Pierre ne m'avait pas seulement voulu mort pour prendre le contrôle. Il avait planifié une prise de contrôle complète de la pègre de la ville, le partenariat Kharkov, les achats d'armes, les actifs liquidés. C'était une prise de contrôle hostile à une échelle qui laisserait des centaines de morts. Nous devons agir plus vite, ai-je dit, me levant si rapidement que ma chaise a raclé le parquet en bois. Si Pierre prépare ce que je pense qu'il prépare, nous nous en tenons au plan. La voix de Marie a tranché ma panique montante comme de la glace. L'émotion tue les gens, Julien. C'est vous qui me l'avez appris. Rappelez-vous, dans les histoires que vous m'avez racontées sur votre monde, elle avait raison, et je détestais qu'elle ait raison. Dans mon ancienne vie, j'avais été le calme, le stratège qui réfléchissait 3 coups d'avance pendant que tout le monde réagissait à l'instant présent. Mais c'était différent. C'était personnel. D'ailleurs, a poursuivi Marie, affichant un autre écran, j'ai peut-être trouvé quelque chose de mieux que d'arrêter la guerre de votre frère. J'ai trouvé un moyen de l'empêcher entièrement. Le nouvel écran montrait un réseau complexe de connexions, des comptes bancaires, des sociétés écrans et surtout une série de communications entre Pierre et des agents du renseignement intérieur, DGSI. Mon sang s'est glacé. Il travaille avec le renseignement intérieur depuis des mois. Regardez ces dates. Il a commencé à leur fournir des informations sur vos opérations 6 mois avant de vous faire tuer. Ce n'était pas seulement une trahison familiale, Julien. C'était une opération d'infiltration fédérale. La trahison m'a coupé plus profondément que je ne le pensais possible. Non seulement mon frère m'avait voulu mort, mais il avait systématiquement détruit toute notre organisation de l'intérieur. Chaque famille avec laquelle nous avions travaillé, chaque alliance que nous avions bâtie, chaque homme qui avait juré loyauté au nom des Duval. Pierre les avait tous vendus. Mais combien de nos hommes sont en prison à cause de lui? Les doigts de Marie volaient sur le clavier, croisant les registres d'arrestation avec la chronologie de la coopération de Pierre. 17 jusqu'à présent, y compris votre cousin Louis et toute son équipe. J'ai fermé les yeux voyant les visages d'hommes qui m'avaient fait confiance, qui m'avaient appelé patron, qui étaient morts ou avaient disparu parce que mon frère les avait vendus pour se sauver. Le poids de leur trahison s'est posé sur mes épaules comme un fardeau physique. Je n'arrivais pas à croire à quel point j'avais été aveugle, et c'est ce qui m'énervait le plus. J'avais laissé mes émotions brouiller mon jugement. Il y a plus, a dit Marie doucement. Le renseignement intérieur utilise Pierre pour cartographier toute l'opération de la côte Est. Ou devrais-je dire de l'axe Rhône-Alpes-PACA. Pas seulement votre famille, mais tous ceux qui vous sont connectés. Les Corses, les Marseillais, les Russes. Ils préparent un coup de filet coordonné qui détruira le crime organisé dans 3 régions. Quand? Le mois prochain, juste après que Pierre ait fini de liquider les actifs restants. J'ai ouvert les yeux et Marie y a vu quelque chose qui l'a fait reculer instinctivement. Non pas de la colère, mais quelque chose de plus froid, de plus dangereux. Alors nous n'avons pas des semaines, ai-je dit doucement. Nous avons des jours.
Marie a hoché la tête, la compréhension passant entre nous sans un mot. Le plan qu'ils avaient minutieusement élaboré, l'approche méthodique sur laquelle ils s'étaient mis d'accord, tout cela était caduc. Maintenant, il s'agissait de survie, d'arrêter une guerre avant qu'elle ne commence, de s'assurer que les familles qui m'avaient fait confiance ne paient pas pour la trahison de mon frère. « De quoi avez-vous besoin de moi ?» a demandé Marie, les yeux perçants. J'ai posé les yeux sur elle, cette femme qui m'avait sauvé la vie, qui m'avait montré ce que l'amour pouvait être, qui était prête à marcher en enfer à mes côtés sans hésitation. Elle méritait mieux que ce monde de violence et de trahison. Elle méritait la paix. Mais elle m'avait choisi et je l'avais choisi. Pour le meilleur ou pour le pire, nous étions partenaires maintenant, en amour, en guerre, dans tout ce qui viendrait. J'ai besoin que vous m'aidiez à sauver des gens qui vous auraient tué sans hésitation s'ils avaient su que vous existiez, et je dis honnêtement. Le sourire de Marie était aussi tranchant qu'une lame. Tant mieux qu'ils n'auront jamais l'occasion de le découvrir. Elle s'est tournée vers l'ordinateur portable, ses doigts bougeant déjà sur les touches. Dites-moi tout sur la sécurité de votre frère, ses habitudes, ses routines, ses faiblesses. Si nous voulons arrêter ça, nous devons penser comme lui. J'ai rapproché ma chaise, nos épaules se touchant alors que nous nous penchions ensemble sur l'écran. Dehors, la neige continuait de tomber sur les sommets des montagnes, couvrant le monde d'un blanc immaculé. Mais à l'intérieur du chalet, deux prédateurs planifiaient leur chasse avec la patience de ceux qui comprenaient que la proie la plus dangereuse était souvent celle qui pensait avoir déjà gagné. Pierre a toujours cru qu'il était plus intelligent que moi, ai-je commencé. C'était sa première erreur. Sa deuxième a été de penser que j'étais trop honorable pour détruire tout ce que notre famille avait construit. Les doigts de Marie se sont arrêtés sur le clavier. Et sa troisième? Mon sourire était assez froid pour glacer l'enfer lui-même. Penser qu'il pouvait me trahir et vivre pour en profiter. Le jeu était sur le point de changer. Pierre avait passé des mois à planifier ma mort et la destruction de notre monde. Mais il avait oublié un détail crucial. Julien Duval avait survécu à pire qu'une balle et une montagne. Et maintenant, il avait quelque chose que son frère n'avait jamais possédé. Quelqu'un qui voulait tout brûler pour protéger les gens qu'elle aimait. La chasse allait commencer. Commencer. Et aujourd'hui, je ne sais pas. Vraiment. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. D'avoir été laissé pour mort. D'avoir rencontré Marie. D'avoir eu cette seconde chance. Et puis d'autres fois, je me demande si j'ai fait le bon choix, si j'aurais dû laisser la rage me consumer et reprendre mon empire par le sang, si ce n'était pas la seule voie que je connaissais. Mais cette vie ici, avec Marie, c'est compliqué. C'est fait de silence et de promesses non dites, de peurs anciennes et d'espoir naissant. C'est imparfait, fragile, parfois même effrayant, parce que je n'y suis pas habitué. Mais c'est la mienne, et je n'ai jamais eu l'impression que quelque chose m'appartenait autant qu'elle. C'est ça l'amour, non? Un mélange de tout ça. Un foutoir incroyable, mais mon foutoir.